communication s'intitule, comme la présidente vient de dire, Louis de Beaufort et la construction de la mémoire familiale dans la Rome antique. Actif durant une époque d'objection lucide contre la possibilité de reconstruire l'histoire la plus ancienne de Rome, Louis de Beaufort nous a laissé des œuvres significatives sur les phases à travers lesquelles, au cours du XVIIIe siècle, mûrit une nouvelle manière de concevoir l'analyse historiographique. Né en 1708, dans une famille de huguenots ayant fui la France après la révocation de l'édit de Nantes et s'étant établi en Hollande après sa naissance, il grandit dans un territoire qui, après la montée au pouvoir de Guillaume III d'Orange en 1688, victorieux sur l'Angleterre après deux guerres dans la seconde moitié du XVIIe siècle, avait vu les deux pays s'allier contre l'ennemi commun français. Ayant perdu ses parents dans les guerres qui impliquèrent la Hollande dans les deux premières décennies du XVIIIe siècle, à une date indéterminée, de Beaufort s'occupa en tant que tuteur d'un neveu petit-fils de Frédéric II de Prusse, le prince Frédéric IV de Hesse-Hombourg, un petit principat situé au cœur de l'Europe. Engagé dans cette activité de formation à caractère privé, il n'eut toutefois aucune charge académique, comme le soulignait justement Ronald Ridley dans sa monographie sur Louis de Beaufort, qu'il désignait à juste titre comme un complément de Gibbon. Publiée à Venise en 1986, cette étude nous offre une efficace mise au point historique sur la biographie intellectuelle du personnage. Il permet, entre autres, de remarquer comment, influencé peut-être par des lectures dont il discuta aussi avec son élève, parmi lesquelles il eut certainement les Considérations sur les Romains de Montesquieu, 1734, et l'ouvrage en 4 volumes de Voltaire, comme nous le suggèrent des copies présentes dans sa bibliothèque, de Beaufort composa sa dissertation sur l'incertitude des 5 premiers siècles de l'histoire romane, sortie à Utrecht à la fin des années 1730. Destinée à circuler 2 ans plus tard, aussi en traduction anglaise, l'œuvre fit connaître l'auteur, étant donné qu'en 1746, il fut élu Fellow of the Royal Society de Londres, avec la motivation qu'il s'agissait d'un gentleman of great knowledge and reputation, à qui l'on devait plusieurs écrits, et en particulier une curious dissertation on the uncertainty of Roman history during the first 5 centuries of the Commonwealth. Diffusé parmi les intellectuels de l'époque et les personnages intéressés par l'étude de l'histoire ancienne, Nibourg par exemple, la notoriété de Louis de Beaufort se consolida aussi grâce à la seconde édition de son œuvre, sortie en 1750 et dédiée à Guillaume IV d'Orange, et à une étude sur l'ordre des chevaliers romains qui, en 1753, lui permit d'obtenir un prix mis en jeu par l'Académie des inscriptions de Paris. Puis, sa renommée s'accrut dans les années passées, surtout à Maastricht, où il eut des charges civiles et fut occupé à la rédaction d'une autre œuvre importante pour comprendre la solidité de son approche relative à l'histoire de Rome, c'est-à-dire la République romane, publiée en 1766. Un passage des mémoires d'Edward Gibbon signale qu'à son retour en Angleterre, après un séjour de 5 ans en Suisse, il se rappelait avoir rencontré M. de Beaufort, le mentionnant comme un « learned critic », connu pour ses « specious arguments » contre la crédibilité des récits historiques sur les 5 premiers siècles de l'histoire romaine. Au-delà de ces détails biographiques qui permettent d'entrevoir comment ces positions ne laissèrent pas indifférents les intellectuels de son temps, l'œuvre de Louis de Beaufort, décédé à Maastricht en 1795, représente une étape fondamentale pour mettre au point non seulement les développements de la critique historique dans l'Europe des Lumières et la naissance de l'hypercritique de l'historiographie romane, comme pour reprendre le titre d'une imposante monographie publiée à ce sujet par Moussa Raskolnikov dans les années 90, mais aussi pour étudier les critères qui lui permirent de faire émerger, pour la première fois, le poids prépondérant exercé par la mémoire familiale dans la conservation de l'histoire de la Rome antique. Il convient de préciser tout de suite que les observations de l'auteur sur l'argument se trouvent dans la première des 2 parties de sa dissertation, comprenant l'une un examen des sources de l'histoire romane, l'autre l'analyse de certains épisodes importants de la période archaïque. Plus particulièrement, la réflexion de Louis de Beaufort se focalise sur la tradition familiale romane après 7 chapitres dédiés, le premier à, je cite, l'obscurité des premiers temps de l'histoire en général et en particulier de l'histoire romane, le deuxième à des raisons que l'on a de douter de l'histoire romane des premiers siècles de Rome, le troisième aux monuments qui échappèrent à l'incendie de Rome, parmi lesquels les lois des 12 tables et les traités de paix, le quatrième des livres des pontifes et principalement des grandes annales, le cinquième à des autres monuments utiles à l'histoire, le sixième aux Acta Populi et Acta Senatus, le septième des livres
de toiles et des tables des censeurs. Cette articulation nous montre que l'auteur pointait le caractère tendancieux de l'histoire romane, dû au rôle joué par les grandes familles dans la conservation de la mémoire historique, après avoir mis l'accent sur des aspects d'ailleurs pris en considération par les savants et érudits de la tradition antérieure. Il suffirait en effet de rappeler à ce propos certains écrits de Laurent Valleur sur les incongruences de la tradition littéraire sur les Tarquins ou de Loris Glarianus sur des erreurs, des contradictions et des omissions de Tite-Live pour noter comment de fortes perplexités sur la vraisemblance de l'histoire romane de la période monarchique étaient nées parmi les philologues et les savants du monde antique, déjà au XVe et XVIe siècle. Du reste, on pourrait encore tenir compte des exposés produits au siècle suivant par Philippe Cluverius et Jacob Voorbroek Perisonius, lesquels ont attiré l'attention de grands noms de l'historiographie moderne comme Momigliano et Mazzarino, ou encore Erasmus, Ampolo et plus récemment T.P. Weizmann. Quant au XVIIIe siècle, ignorant Vertot dont les révolutions romaines de 1719 ne révèlent pas de compétences critiques dans l'étude des sources ni d'intérêt spécial pour la phase la plus ancienne de l'histoire romaine, il faut rappeler l'attention réservée au même sujet par Louis de Pouilly, auteur d'une communication lue en 1722 à l'Académie des inscriptions et publiée en 1729, dont le titre « Sur l'incertitude de l'histoire des 4 premiers siècles de Rome » suggérait qu'elle ait fourni dans la décennie suivante l'inspiration à de Beaufort pour son exposé. À partir de cet ouvrage, on peut déduire qu'il ait voulu élargir le champ d'enquête d'un siècle en adoptant des perspectives de lecture beaucoup plus systématiques et surtout en visant, comme l'a bien souligné aussi Ronald Ridley, à ne pas exprimer seulement des positions de scepticisme et de refus à l'égard de la tradition. Nous le vérifions aussi dans la préface de sa dissertation, où en plus de déclarer que pour formuler ses argumentations, il s'en est tenu uniquement aux sources antiques dont il dresse la liste, de Beaufort fait aussi allusion au débat soulevé à l'Académie des inscriptions et rappelle des figures comme De Pouilly et Salier, en reprochant au premier d'avoir traité la question trop superficiellement et au second de s'être par contre montré trop favorable à l'histoire romaine. Ce qu'on lit dans la préface est aussi significatif en ce sens. De Beaufort, préoccupé d'apparaître prévenu avec ses objections contre la crédibilité d'une histoire pluricentenaire comme l'est l'histoire romaine, et prêt à se défendre contre qui estimerait singulier qu'il remette en question après des siècles ce que des auteurs chronologiquement plus proches des faits avaient accepté, il soulignait ouvertement comment ces positions de doute étaient justement légitimées par certains passages des sources antiques. Dans ce but, De Beaufort ne renonçait pas à établir une espèce de catalogue des sources fiables, les identifiant à Cicéron, Tite-Live, Pline, Tacite, Polybe, Denis d'Halicarnasse et Plutarque, ni à faire remarquer par ailleurs, en opposition à ce que soutenait l'abbé Salier, que sa confiance dans l'existence d'une tradition documentaire qui a trait aux annales était désavouée justement par certaines références de Cicéron et par le manque d'usage de celles-ci de la plupart des auteurs, dont Varron et Tite-Live. En définitive, avec ces précisions dès sa préface, De Beaufort mettait l'accent sur le fait qu'au-delà des sentiers battus par les adeptes du scepticisme, la certitude de l'histoire romane pouvait être mise en discussion en relisant les sources de manière plus approfondie et sans préjugés. Néanmoins, il convient de préciser que, quoique sollicité par le débat qui s'était développé à l'Académie des inscriptions, ces positions s'enracinaient en effet dans un terrain beaucoup plus vaste. Il suffit de rappeler les interventions de figures comme Cluverius, qui, déjà en 1624, à partir de Tite-Live 6.1.1.3, avait insisté sur l'absence de monumenta des temps les plus anciens, rejeté au contraire par Theodorus Riccius, prêt à faire remarquer que selon le texte de l'historien, en réalité, seulement la plus grande partie, mais pas tous les témoignages, auraient été perdus. Dans la même direction aussi, Perisonius, son élève de Leyde, et puis Dodwell, entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle, avaient exprimé des positions moins drastiques. Au-delà de ce panorama antérieur et des déclarations avec lesquelles De Beaufort exprimait son intention de contribuer à un débat de grande actualité pendant ces années, et particulièrement la critique de Pouilly pour avoir nié la certitude de l'histoire romaine en utilisant les Moralia de Plutarque, et de Salier pour l'avoir soutenu en ajoutant foi à des sources partisanes, la préface de la dissertation fait immédiatement comprendre qu'il voulait consentir au lecteur de suivre chaque passage de sa discussion sur la question. Outre les pages de sa dissertation, dédiées à l'analyse de la tradition littéraire concernant des épisodes spécifiques et la valeur à attribuer aux sources historiographiques, les chapitres sur les caractères des mémoires familiaux nous en offrent un témoignage intéressant.
Introduite par la référence à un passage où Pline l'Ancien attestait l'usage romain de célébrer les actions glorieuses des ancêtres avec les mémoires de provenance gentilis, et à l'exemple offert à ce propos par un passage du Brutus de Cicéron, la discussion révèle la capacité de Louis de Beaufort à considérer cette typologie de documents, outre leur signification en tant que texte privé, et en tenant compte des importantes fonctions que des personnes membres de ces noyaux familiaux occupaient souvent sur le plan civique. Mais sans se limiter à apprécier théoriquement cet aspect, de Beaufort réussit à en tirer confirmation, également de récits de Suétone à propos des Claudii dans la vie de Tibère et d'Olugel et à propos des Porci, et en se servant finalement d'un passage du 8e livre de Tite-Live pour déplorer combien le but commémoratif poursuivi par ce type de document, tels les mémoires familiaux, en avait réduit la fiabilité. Mis en garde par l'historien ancien, il cueille ensuite, encore dans le passage ci-dessus mentionné de Brutus de Cicéron, la dénonciation plus ouverte du caractère tendancieux de la tradition historique de matrice familiale, l'entendant toutefois de manière non doctrinaire, à savoir en interprétant sa signification grâce au témoignage de la vie de Numa de Plutarque, où le biographe n'avait pas hésité à soutenir de la bouche d'un certain Claudius qu'après la perte de nombreux documents à la suite de l'incendie provoqué par les Gaulois, beaucoup avaient pourvu à en forger de nouveaux afin de complaire à certains personnages illustres en leur attribuant même de fausses descendances à partir d'une souche familiale commune. Pour clarifier cette tendance, à son avis destinée à peser sur la possibilité de reconstruire l'histoire des premiers siècles, plus la perte de la documentation, de Beaufort ne se limite toutefois pas à des considérations de caractère historiographique, mais propose l'exemple concret du tyrannicide Brutus, prêt à se dire descendant du Brutus artisan de la chasse du dernier des Tarquins. Capable de formuler son affirmation sur la base de ce qu'il a lu dans diverses sources, voire les passages de Plutarque et de Denis d'Halicarnasse, le savant ne renonce pas à attribuer à Cicéron la responsabilité d'avoir soutenu la descendance prétendue de Brutus pour en favoriser la position sur le plan politique. En plus, il n'hésite pas à reprocher aussi à Atticus, auteur selon Népos d'une généalogie des Iunii Brutii, le choix d'enterrer l'inadmissibilité pour ne pas mécontenter Cicéron. Cela avant de souligner expressément quel bénéfice Brutus sut en tirer et d'offrir au lecteur un dossier d'attestation numismatique qui montre l'habileté du futur assassin de César à se faire une place dans l'arène politique en exploitant l'appartenance à un noyau gentilis célèbre pendant des siècles et bien signalé dans la mémoire historique des Romains. Élaboré sans épargner l'accusation à Marcus Brutus d'avoir mis de côté les sentiments de reconnaissance envers César, en cultivant des propos républicains mal compris, et d'autre part le reproche à Cicéron d'avoir continué aussi dans les Philippiques à pousser les Brutii à nourrir des intentions homicides, l'exposé dévoile la capacité de Beaufort à se servir de documents divers pour faire voir comment, parmi les plus grandes difficultés à reconstruire l'histoire romane, il y avait non seulement la perte des sources, mais aussi le caractère tendancieux et instrumentel de certaines de celles-ci. Sans se borner à l'exemple emblématique, aussi sur le plan politique, de la famille des Iunii Brutii, l'exposé identifie d'autres attestations aptes à souligner le caractère fictif d'épisodes inventés pour embellir les origines d'autres gentes. Ainsi, l'auteur met en cause le silence de Denis d'Halicarnasse pour désavouer la véracité d'épisodes légendaires, comme celui de la souche des Mucii, désignant Scaevola, après s'être brûlé la main gauche, qui avait échoué à tuer Porséna, ou encore il se sert d'un passage de la vie de Tibère de Suétone pour démasquer les prétentions des Furii de se dire descendant de celui qui avait défendu Rome des Gaulois. Néanmoins, la suite de son exposé sur ce sujet nous montre que pour de Beaufort dans la Rome ancienne, le désir de vanter des origines familiales nobles était non seulement partagé par les membres des familles patriciennes, mais exploité aussi par des sujets appartenant à des familles plébéiennes, à commencer par les marquis, occupés à faire remonter la naissance de leur noyau familial avec des critères discutables, jusqu'à Ancus Marcus et Anuma, comme le savant en déduit de Plutarque, dont dans certains passages de sa reconstruction, il s'avère un connaisseur avisé. Convaincu que le noyau familial avait de fait suivi la ligne censurée par Cicéron et capable de confirmer son discours, une fois encore avec des données d'iconographie monétaire, de Beaufort argumente de même manière aussi contre les prétentions d'autres groupes gentilis, comme la gens Iulia, jusqu'à soutenir qu'aucun peuple n'a offert des attestations plus invraisemblables dans le champ généalogique et attribué au développement de l'antiquaire la naissance de cette tendance. Étranger aux assertions théoriques, la suite de la reconstruction prouve comment
À partir d'un passage du commentaire de Servius de l'Énéide et de l'information qui est rapportée sur l'existence d'une œuvre baronienne intitulée « Les familles troyennes », de Beaufort envisageait que Virgile s'était aussi servi de données transmises par l'antiquaire romain pour en revenir aux compagnons d'Énée et donc à la phase la plus ancienne des origines des familles importantes. Il faut par ailleurs noter l'extrême lucidité avec laquelle, en observant que Cicéron n'était pas arrivé à accréditer à sa famille des descendants nobles, l'érudit en déduisit l'origine vraiment trop récente du rang d'appartenance du personnage. Conçu pour mettre à nu l'attitude d'une société dont les membres avaient cédé au mensonge pour s'accréditer et se faire une place dans le domaine public, le riche dossier d'exemples recueillis par Beaufort ne peut cependant pas être considéré seulement comme un acte de censure envers l'inconsistance de la tradition généalogique des Romains. À partir d'un passage de la fin du 5e chapitre, on déduit qu'il imaginait plutôt d'illustrer au lecteur sur quelle base, même les mémoires provenant des familles, à savoir de groupes qui au cours des siècles n'avaient pas hésité à donner des versions manipulées de l'histoire, auraient pu être acceptées, à savoir de démontrer comment les jugements critiques déjà formulés dans l'Antiquité par Cicéron et Tite-Live avaient de solides raisons de subsister. Dans l'ensemble, l'argumentation choisie par de Beaufort révèle aussi la perception du rôle important joué dans ces dynamiques de manipulation de l'histoire par les choix éditoriaux faits par des figures comme Atticus et la capacité d'identifier des données significatives sur l'argument dans les œuvres de Cornelius Nepos. Par ailleurs, elle montre comment sa censure du peu de vraisemblance du récit sur la phase la plus archaïque de l'histoire romaine était le résultat d'un parcours méthodologique très soigné et prudent qui ne se limitait pas à accueillir ou à réfuter les positions de tous ceux qui alors contribuaient avec des modes et des moyens différents au débat sur la question. Une même approche caractérise la suite de l'exposé sur le champ du chapitre 9. Ici, est mise en évidence la perte des documents et des annales des pontifes pour la période antérieure au 5e siècle à cause de l'incendie infligé à l'Ours par les Gaulois. Le peu d'attestations d'épigraphes, à cause de la modeste diffusion de l'écriture, la fiabilité réduite d'informations enregistrées dans les Acta Populi et dans les Acta Senatus, de Beaufort tire de tout cela d'autres indices du fait que les mémoires familiales assumèrent un rôle prépondérant dans l'établissement de l'histoire archaïque de Rome. D'autre part, en pointant la désignation de Caton et de Fabius Pictor comme sources les plus anciennes, de la part d'auteurs comme Cicéron, Tite-Live et Denis d'Halicarnasse, il la repousse en notant la distance chronologique modeste qui séparait ces différents auteurs. Quant aux oraisons funèbres et aux carmina récités dans les banquets, bien que l'exposé de Beaufort les compte parmi des sources documentaires, il en circonscrit la signification sur le seul plan littéraire. De la même manière, les considérations sur l'impossibilité de confronter avec des attestations d'une autre nature les informations rapportées par la tradition sur le contenu des traités et des mesures législatives comme les lois des 12 tables, ainsi que le caractère lacunaire des tabulae censorum, en sous-entendant le souhait de pouvoir reconstruire l'histoire sur la base de vérifications hétérogènes, révèlent la perspective résolument moderne de l'érudit. Précis dans sa recherche, à travers de simples passages, de raisons qui assurèrent aux mémoires familiaux un espace et une valeur indue, de Beaufort fait aussi émerger l'ambiguïté des historiens antiques, capables de dénoncer le caractère mensonger de traditions dans lesquelles ils puisent des informations et en même temps de les utiliser. Au-delà de cet aspect, c'est dans le ton empreint de louange des oraisons funèbres et plus généralement de la tradition liée au système gentiliste que le savant saisit une des limites majeures de la méthode de travail des historiens antiques, comme le laisse entendre sa référence au caractère rhétorique et à la nature déclamatoire des comptes rendus qui répondaient avant tout à la coutume d'amplifier les mérites des ancêtres et au fait que, pour une société habituée à vénérer les ancêtres comme l'était la société romane, les orateurs occupés à louer outre mesure les qualités de défunts appartenant à des familles illustres demeuraient néanmoins de bons citoyens. Il ne s'agissait pas d'une remarque théorique, mais d'une considération formulée à partir d'exemples éclatants, comme le montre l'insertion dans le passage d'un morceau de l'oraison funèbre prononcé par Jules César en l'honneur de sa tante Julie, veuve de Marius, dans laquelle, d'après ce que rapporte Suétone, il aurait fait remonter les origines de sa tante, d'un côté jusqu'à Incus Marcus et de l'autre jusqu'à Vénus, en faisant ainsi la descendante d'un roi et d'une déesse. Avec le support d'une preuve habilement tirée de la tradition biographique, l'attaque de Beaufort contre les falsifications contenues dans l'histoire romaine la plus ancienne va jusqu'à rappeler les suppositions formulées par un autre expert de la matière, Pierre B.
Évoquant son hypothèse selon laquelle, dans les récits sur les époques les plus anciennes, avaient conflué les meilleurs des exercices de rhétorique, composés par les étudiants lors de leur formation et conservés dans les archives, l'érudit leur accorde crédit en s'appuyant toutefois sur Cicéron, Tite-Live et le Claudius mentionné par Plutarque. Il s'agit d'un choix qui, une fois encore, dénote la capacité d'utiliser des endroits précis des sources antiques pour avaliser des positions formulées auparavant par d'autres érudits intéressés par le sujet, c'est-à-dire de concevoir l'enquête sur l'histoire plus lointaine comme recueil de preuves à chercher dans les témoignages des anciens, même pour mettre en évidence l'inconsistance et le caractère invraisemblable de l'histoire romaine. Dans l'ensemble, il faut souligner qu'au moment où de Beaufort attaquait lucidement l'ingérence de chaque noyau familial dans les processus de conservation de la mémoire historique, sa position constituait en tout cas une nouveauté en termes de méthode et de répudiation de formes de scepticisme purement théorique. Il est certain que la ligne adoptée par de Beaufort à l'intérieur du débat avait mûri dans les décennies précédentes grâce à la contribution, entre autres, de Voltaire, qui montrait avec beaucoup de finesse la conscience des difficultés à obtenir une reconstruction historique relative à des phases dépourvues d'une mémoire écrite partagée. Du reste, comme le notait justement Montmilliane dans une importante contribution de la moitié des années 1950, Perizonius avait déjà porté l'attention sur la référence de Cicéron à un passage des Origines de Caton concernant la coutume dépassée désormais à l'époque du censeur d'accompagner les banquets avec des chants où étaient louées les entreprises des hommes illustres. Si cela prouve d'une part que le poids exercé par les composantes familiales dans le processus de conservation de la mémoire historique romane n'avait pas échappé aux anciens qui s'étaient intéressés à l'histoire de Rome, dans les décennies avant que de Beaufort ne s'occupe du sujet, dans une œuvre conçue expressément pour démontrer l'incertitude de la tradition des premiers siècles. D'autre part, il faut remarquer qu'aujourd'hui encore, la question trouve des interprètes de signes opposés. Ainsi, à côté d'éminents experts qui ont insisté sur le rôle fort exercé par les élites dans la construction de la tradition historique romane, il y en a eu d'autres pour qui l'histoire républicaine demeura de toute façon une histoire des gestae populi romae. Face à tout cela, il est certain que malgré la sélection ici et là instrumentale des sources, de Beaufort s'avère un précurseur qui apparaît d'autant plus innovateur si l'on confronte son approche à l'enquête historique avec celle d'autres intellectuels qui, dans les premières décennies du XVIIIe siècle, s'intéressaient à la Rome antique. Durant le siècle où, comme on l'a efficacement remarqué, l'histoire s'affirmait comme une, je cite, catégorie essentielle du savoir, les livres d'histoire étaient bien présents dans les bibliothèques des élites, des académies de province, et par ailleurs, on notera que les philosophes s'occupaient de l'histoire des civilisations antiques pour mieux comprendre leur époque, comme dans le cas de Montesquieu, ou en vue du futur, comme Turgot, s'adonnant à la recherche érudite, comme Voltaire, occupé à poursuivre une histoire critique qui tienne compte aussi de documents d'archives. Ainsi, la discussion sur Rome assuma-t-elle des formes diverses, visant souvent à offrir de vastes fresques à caractère didactique et de matrices érudites. Il suffirait de rappeler la route parcourue par Rollin, professeur et recteur de la Sorbonne, à 80 ans auteur d'une histoire romane publiée à Paris en 1738, après son éloignement des bureaux pour son refus de renier les idées jansénistes. Publié 4 ans après les considérations de Montesquieu et sur les traces du travail de Bossuet, son traité répondait à l'idée d'une enquête historique conçue pour éduquer. D'ailleurs, c'est dans cette direction que se rangeait aussi le traité réalisé par son disciple, Jean-Baptiste Crevier, entre 1738 et 1748. Devant ces exemples, et à l'intérieur d'une discussion développée dans des décennies par des voix opposées, de Beaufort sut apporter une contribution non pas limitée à la question de la crédibilité de la tradition familiale. En invitant à partir de celle-ci à une comparaison des sources pour désavouer les certitudes mises en discussion par d'autres, par la voie du scepticisme méthodologique, il a, me semble-t-il, offert une leçon particulièrement moderne sur le plan de la méthode, qui mériterait peut-être d'être soulignée davantage par rapport à ce qui était fait jusqu'à maintenant.